Soyez les bienvenus dans Affaires suivantes. Si vous nous rejoignez, le magazine qui décrypte chaque semaine l'actualité police, justice. Dans un instant, Jean-Marie Villemain qui sort du silence. Le père du petit Grégory ne s'était pas exprimé publiquement depuis près de 15 ans. Il signe cette semaine une postface dans le livre de l'avocat qui l'a accompagné près de 35 ans, Thierry Moser. Le traumatisme après l'assassinat de son fils de 4 ans, le meurtre de Bernard Laroche. Pourquoi parler aujourd'hui? Nous poserons la question à Thierry Moser. Il sera notre invité. Ce sera juste après le dossier de la semaine. On connaît la Calabre pour ses paysages magnifiques, ses plages. Cette région du sud-ouest de l'Italie, à la pointe de la botte, a pourtant basculé dans une toute autre ambiance depuis mercredi. Un procès hors norme s'est ouvert, celui de la mafia calabraise, la plus sanguinaire au monde. Pour juger plus de 300 mafieux et auditionner plus de 900 témoins, un bunker de 3000 mètres carrés a été construit. Alors pourquoi autant de précautions? Parce que tout simplement, cette mafia n'est pas comme les autres. À quoi ressemble-t-elle? Quelles sont ses méthodes? On va poser cette question à tous nos invités avec Dominique dans un instant. Mais d'abord, ce que l'on sait de la 'Ndrangheta, comme on l'appelle, cette mafia italienne, avec Elisa Trana. Des collines bardées de petits villages et de moutons. Difficile d'imaginer qu'ici en Calabre règne la plus importante mafia du monde, la 'Ndrangheta. Une organisation qui compte plusieurs dizaines de milliers de membres et des revenus qui s'élèvent à 50 milliards d'euros. Actuellement, les experts s'accordent à dire que la 'Ndrangheta est la mafia la plus dangereuse, la seule présente sur tous les continents. Elle est la plus riche car elle a un quasi-monopole sur les importations de cocaïne en Europe. Je connais la mafia depuis mon enfance car je faisais du stop pour aller à l'école et je voyais souvent des cadavres sur la route. Née dans le sud de la péninsule italienne il y a 150 ans, la 'Ndrangheta s'est fait connaître dans les années 70 et 80 par une série d'enlèvements. Les rançons lui ont permis de s'enrichir. De l'argent investi dans le BTP, les hôpitaux, l'administration. Aujourd'hui, la mafia a infiltré toutes les sphères de la société et s'est même substituée à l'État dans la région calabraise, où la majorité des commerçants payent le pizzo, l'impôt mafieux. Les organisations mafieuses ont de l'argent et l'investissent sur le marché, et ainsi tentent de pervertir la logique démocratique. La force de la mafia calabraise, ce sont les liens du sang. On ne devient pas dranghettiste, on est dans un clan. Grâce à ces liens familiaux, très peu osent se repentir. Les rivaux risquent la mort. Leurs corps disparaissent, dissous dans l'acide ou donnés comme nourriture aux cochons. Les problèmes se règlent à coups de pistolet ou kalachnikov. Devenus aujourd'hui la cible d'enquête par les magistrats les plus zélés, les chefs mafieux ont pris l'habitude de vivre cachés dans des bunkers, reliés entre eux par des tunnels, de véritables villes souterraines sous les collines. On dirait un film, mais c'est bien la réalité. Et elle va nous être décrite par nos invités. Fabrice Risoli, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes spécialiste de la grande criminalité de la mafia, cofondateur de Crimalt. Et à vos côtés, Alberto Toscano, qu'on connaît bien, journaliste et essayiste italien. Merci à vous deux d'être là. Vu que j'ai pas un accent italien formidable, d'abord, comment on l'appelle cette mafia avec un bel accent italien? 'Ndrangheta. Avec un peu de vie italienne. Vous avez beaucoup travaillé pour ton Philippe. Oui, moquez-vous de moi, Dominique. Ça se verra. On va être sérieux un instant parce que c'est bien la mafia la plus dangereuse, la plus sanguinaire au monde. Oui, alors ça dépend des critères, parce que la plus sanguinaire, on ne peut pas rivaliser avec les cartels mexicains. Il ne faut pas non plus exagérer. Donc, peut-être à un moment, ça a été la plus sanguinaire des mafias italiennes, et encore, Cosa Nostra était quand même pas mal. Elle tuait des magistrats, des victimes innocentes, etc., alors que la mafia calabraise ne le faisait pas. Et puis, ces derniers temps, la mafia calabraise ne tue plus. Mais sa dangerosité est ailleurs. Elle est dans les complicités politiques, elle est dans l'accumulation du capital, puisque c'est une des mafias les plus riches parmi les mafias italiennes. On estime à 40 milliards sur les 120 milliards que rapportent dans le chiffre d'affaires des mafias italiennes. Donc elles sont très riches, dû notamment effectivement avec une spécialité dans le trafic de cocaïne. Et elle a cette particularité de se fonder sur les liens de sang. En gros, pour être mafieux, il faut être fils d'eux, frère d'eux mafieux, ou épouser la fille du mafieux, la sœur du mafieux. Et c'est toujours plus difficile au tribunal de témoigner contre son frère, sa femme, son père, et de l'envoyer à la prison à vie. Donc il y a moins de collaborateurs de justice dans la mafia calabraise. Mais
Fabrice Alberto, qu'est-ce qu'on leur reproche à ces gens-là? Parce qu'on dit, alors c'est trafic de drogue, des meurtres, mais c'est quoi leur business? C'est quoi leur business? Les 325 personnes qui doivent répondre dans ce procès, dans le contexte de ce procès, sont accusées d'homicide, commerce de cocaïne, comme Fabrice vient de dire très bien, et d'une relation particulière avec l'administration publique, notamment de la région Calabre, qui amenait, entre autres, mais en particulier, à avoir des avantages dans les appels d'offres. Ils gagnaient toujours, à coup sûr, parce qu'ils avaient... dont la force de cette mafia en Calabre, plus qu'ailleurs, est la relation... Ce mélange, ce cocktail, qui est la relation avec le terroir, la relation avec le pouvoir et l'omerta, le secret, l'atmosphère de secret. Ils ont même inventé une espèce de franc-maçonnerie spéciale pour eux, qui n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie officielle. Ils l'appellent comme ça pour créer un lien supplémentaire, particulier, privilégié de relations fraternelles. Comment ça peut générer 40 milliards d'euros de bénéfices douteux? Nous, on avait un chiffre, on avait 53 milliards, c'est ce qu'on avait d'ailleurs préparé comme bandeau. Il y a des estimations qui changent selon les années. Moi, d'où sort cet argent? Alors, principalement du trafic de drogue, parce que le trafic de drogue demeure le principal facteur d'accumulation du capital. Donc, on estime que sur ces 40 milliards, il y a au moins la moitié, c'est le trafic de drogue. Mais l'autre moitié, c'est vrai, c'est l'infiltration dans les marchés publics, qui, grâce aux complicités, je suis tout à fait d'accord avec Alberto Toscano, cette espèce de complicité au sein de la sphère politico-administrative, le policier, le géomètre, il y a un vétérinaire qui est accusé. Prenons des exemples précis. Il y a une policière de la police de la route, elle est accusée d'avoir demandé d'avoir des accès à des rendez-vous dans des cliniques privées, gratuits. Elle passe par le chef mafieux parce qu'ils ont des connexions très fortes dans le milieu médical. Elle les obtient, en échange, elle fait sauter des amendes. Ça peut paraître bénin comme ça. Mais là, on voit bien que si un policier se met à demander une faveur à un mafieux, c'est le mafieux qui commande. Vous avez l'ancien chef des forces spéciales des carabiniers de la zone de Catanzaro, c'est la zone de la cour d'appel où il y a le procès, qui est mis en examen. Vous avez le policier, le chef de la police municipale de Vibo Valencia. Vous avez des entrepreneurs. Vous avez un avocat. Alors un avocat qui peut faire passer des messages criminels en prison. Pas un avocat qui défend son client, ça c'est... on n'a pas le droit, c'est intouchable, c'est sacré. Non, on parle d'un avocat qui commet des crimes. Toutes ces personnes renforcent le lien de la mafia au quotidien et leur permet d'être plus riches. Parce que ça leur permet, y compris avec les hommes politiques, d'avoir des marchés publics. Par exemple, la fourniture de matériel dans les hôpitaux. Seringues, blanchisserie, société de nettoyage, pompes funèbres. Dans ce procès, vous avez les cimetières de Vibo Valencia qui étaient sous contrôle de la mafia. Et donc, par exemple, quand il n'y avait pas d'héritier, on récupérait les tombes, on revendait entre 40 000 et 50 000 euros le droit d'enterrer une nouvelle personne, la concession. C'est un contrôle du territoire. Et c'est ça l'élément de force. Et c'est ça, aujourd'hui, une péculiarité de la mafia calabraise par rapport aux organisations mafieuses de Sicile et de la région de Naples, où quand même il y a eu des résultats de la lutte de l'État aux organisations criminelles. Cette atmosphère de secret et de contrôle du territoire en Calabre est un élément de force extraordinaire pour la mafia calabraise. Et c'est aussi la signification de l'importance historique de ce procès. Quand on entend l'ampleur, la toile d'araignée, et qu'on reprend ce qui nous a été présenté, un bunker de 3000 m², 900 témoins, 325 accusés, ça veut dire qu'elle a encore de l'influence aujourd'hui, que les choses peuvent déraper là durant ce procès ? Alors, je pense que les choses ne déraperont pas pendant ce procès, parce que souvent la mafia a une attitude pendant les procès de faire profil bas, et d'ailleurs la mafia calabraise a tendance à faire profil bas. Elle ne tue pas en général. Il y a des exceptions, de policiers, de magistrats, même si Gratteri a été l'objet de tentatives d'atteinte. Elle ne fait pas ça pendant le procès. Mais pour répondre à votre question qui revient souvent sur est-ce que ce procès va mettre fin à la mafia, il faut déjà comprendre que ce n'est pas le procès de la mafia calabraise. C'est le procès de la mafia calabraise de la province de Vibo Valencia, donc un département. Donc toute la province de Reggio, etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a nommé Gratteri là-haut, dans cette zone de la Calabre. Procureur général. Procureur général, qui était substitut, qui est devenu procureur général, parce qu'il manquait un input, une impulsion pour être plus fort, notamment
On sait qu'il aime s'attaquer aux complicités, à la bourgeoisie mafieuse, à ce corps social qui enserre les mafieux. Et c'est ce qu'il fait depuis 4 ans. Donc, il a mis un coup de pied dans la fourmilière, c'est sûr. C'est pas le procès de la mafia calabraise pour autant. Et quand même, je voudrais quand même insister pour dire que le climat a changé, car il faut écouter certaines choses qui arrivent. Par exemple, les gens sont descendus dans la rue le 19 décembre 2019, après l'opération, pour soutenir Gratteri. Ils ont envoyé des messages de félicitations aux carabiniers, ils ont envoyé des fleurs. Et ils disent, on respire. Qu'est-ce que ça veut dire, on respire concrètement? Ça veut dire que quand le mafieux, il est en détention provisoire, en résidence surveillée, qui doit s'occuper de sa défense, payer son avocat, il a moins le temps d'aller racketter le commerçant. Et ça se sent. Et les citoyens, avec la grande association libérale, sont allés dans la rue pour le dire. Ça, il faut le souligner quand même. Oui, il y a un élément, en plus de tout ça, je suis tout à fait d'accord, mais un élément supplémentaire que je veux souligner à mon tour. Et c'est le caractère, en même temps, de territoire et international de cette mafia. La mafia de Calabre est aujourd'hui la plus internationalisée. En 2007, il y a eu un attentat contre un local public, un restaurant italien en Allemagne. Et donc, avec 6 morts. Donc, ça a été la démonstration du caractère international de cette mafia. Aujourd'hui, dire l'Italie mafia, c'est un discours qui n'a plus de sens. Il y a, pour la mafia calabraise, il y a la Calabre, où d'ailleurs, il y a une partie tout à fait saine de la société, comme Fabrice a dit, qui se révolte au pouvoir mafieux. Que ça soit bien clair. Il n'y a pas que les mafieux. Il y a la majorité des citoyens qui sont contre la mafia. Que ça soit bien clair. Mais il y a, pour cette ndrangheta calabraise, une capacité extraordinaire d'internationalisation. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas le syllogisme Italie-mafia. Il y a le syllogisme ndrangheta Europe, ndrangheta monde. On a trouvé des traces de l'activité de la ndrangheta au Canada, en Bulgarie, en Suisse, en Allemagne. Et il y en a. Et elle fait quoi dans ces pays? Elle fait quoi dans ces pays? Elle approvisionne avant tout la drogue. Moi, j'ai inventé le terme de narco-comptoir. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, quand la mafia calabraise était moins sujet à la répression parce que l'État italien se focalisait sur la mafia sicilienne, qui posait des bombes, qui tuait des magistrats, elle est allée envoyer des familles sans casier judiciaire dans les pays andins, là on fabrique la cocaïne, mais y compris le Venezuela, l'Argentine, pour rester au contact des cartels. Et donc, chaque année, les magistrats italiens arrêtent ce qu'on appelle des narco-brokers, des courtiers en drogue, qui font l'intermédiaire entre les cartels qui produisent la cocaïne et les acheteurs calabrais. Ces courtiers, écoute téléphonique, etc., on arrive un jour à les arrêter. Donc, chaque année, on en arrête un, j'ai fait la liste depuis 20 ans. Mais en revanche, il reste comme ça une petite partie de population calabraise qui est toujours en contact des cartels et il y a de nouveaux courtiers qui apparaissent. Et ça, c'est vraiment leur force d'être au Canada, en Australie, dans les pays andins, même si au Canada et en Australie, c'est plutôt le fait d'une diaspora de gens qui ont immigré de la pauvreté et de catastrophes naturelles qu'il y a eu en Calabre. Merci beaucoup à vous deux d'être venus nous présenter les dessous de ce procès qui nous semble un peu loin. On y voit beaucoup plus clair maintenant. Merci beaucoup. On se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de l'affaire suivante. Et au sommaire, les premiers mots depuis 15 ans quasiment de Jean-Marie Villemain. Le père du petit Grégory ne s'était pas exprimé depuis 2006. Cette semaine, il signe une postface, celle du livre de son avocat Thierry Moser, l'anéantissement total qui a suivi la mort de son fils, le meurtre de Bernard Laroche. Pourquoi Jean-Marie Villemain a-t-il choisi de parler maintenant? Eh bien, nous poserons la question à maître Thierry Moser dans un instant. À bientôt 13h30 sur BFM TV. Soyez les bienvenus. Si vous nous rejoignez, vous regardez Affaires suivantes, le magazine qui décrypte chaque dimanche l'actualité police, justice. Il ne s'était pas exprimé depuis plus de 15 ans. Le père du petit Grégory, Jean-Marie Villemain, sort de son silence. Il signe cette semaine une postface dans le livre de son avocat tout juste retraité, maître Thierry Moser, la disparition de son fils, le meurtre de Bernard Laroche. Ces mots sont pesés, précis. Pourquoi s'exprimer aujourd'hui? Avec Dominique et avec maître Thierry Moser, nous allons répondre à ces questions. Il est notre invité. Mais d'abord, ce que dit Jean-Marie Villemain avec Elisa Trana. Un anéantissement total. Les premiers mots de Jean-Marie Villemain dans cette postface résument à eux seuls le sentiment des parents du petit Grégory. Le père de famille revient longuement sur les débuts de l'enquête et ses balbutiements.
À plusieurs reprises, il souligne les erreurs du magistrat instructeur de l'époque et l'absence d'objectivité des policiers, selon lui. Chacun sait l'enchaînement tragique qui a vu le magistrat instructeur Jean-Michel Lambert échouer à mener son dossier d'instruction, relâcher Bernard Laroche et laisser se développer des rumeurs infâmes sur Christine, ce qui m'a poussé à bout. J'ai été voir Bernard Laroche pour qu'il l'avoue et je l'ai tué dans un moment d'aberration et de total désespoir. Un geste qu'il dit regretter. L'une des périodes les plus difficiles à vivre pour son couple. C'est une saga judiciaire très compliquée pour Christine Villemain, qui était quand même victime d'une erreur judiciaire très grave. Jean-Marie Villemain, lui, qui a purgé sa peine pour l'assassinat de Bernard Laroche. Près de 40 ans après les faits, pas question de lâcher. Ils veulent éviter la prescription. Ils sont sereins, ils croient à la justice, mais ils sont déterminés. Et ce qu'ils souhaitent, c'est que tous les moyens possibles, y compris les nouveaux moyens tirés de la science, puissent être utilisés. Le père de Grégory regrette aujourd'hui les péripéties procédurales, une bataille engagée sur la forme et non pas le fond. Mais il espère toujours obtenir la vérité dans un avenir pas trop éloigné, précise-t-il. Jean-Marie Villemain qui sort de son silence pour cette postface dans votre livre. Maître Thierry Moser, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Dès le début, dès 1985, vous avez été parmi les avocats de Jean-Marie Villemain et de Christine Villemain. Vous publiez donc cette semaine Parole d'avocat aux éditions La Valette Éditeur et Jean-Marie Villemain signe cette postface. On va évidemment parler du contenu avec vous. Le temps d'accueillir Jean-Alphonse Richard qui est également avec nous. Bonjour, vous êtes journaliste, on ne vous présente plus non plus, présentateur de l'heure du crime sur RTL. Maître Moser, peut-être avant même d'en venir au contenu de cette postface, il nous avait habitués au silence, Jean-Marie Villemain et Christine Villemain. Pourquoi avait-il fait le choix du silence ? Première observation, je suis l'un des avocats du couple Villemain. J'occupe avec François Saint-Pierre et avec Marie-Christine Chastan. Nous avons tissé, mes confrères et moi, des relations d'amitié, d'affection depuis des années avec le couple Villemain. Nous veillons sur eux. Et pour répondre maintenant à votre question, pourquoi est-ce que Jean-Marie accepte de s'exprimer? Je dirais c'est par affection et par gentillesse pour moi-même. Lorsqu'il a su que je préparais un livre de souvenirs professionnels et de réflexion sur ma profession d'avocat pénaliste, eh bien Jean-Marie, avec beaucoup de gentillesse, m'a proposé de rédiger une préface qui d'ailleurs est devenue une postface. Et je lui en suis infiniment reconnaissant. Effectivement, je m'interrogeais sur le silence qu'ils avaient observé jusque-là et cette prise de parole. Pourquoi ce changement? Il y a l'amitié, évidemment, qui vous lie avec lui, mais est-ce qu'il y a plus? Je ne dirais pas ça. Non, silence depuis des années et des années. Ils n'ont plus donné d'interview depuis, je crois, 15 ans. Le dernier entretien, c'était l'interview à La Croix, le journal La Croix. Ils ont gardé le silence, tout simplement pour préserver leur vie privée, leur vie de couple, leur vie de parents. Et je pense qu'ils ont parfaitement bien fait. Et ils ont accepté, Jean-Marie a accepté de s'exprimer, je le répète, par affection et par amitié pour l'un de ses avocats, à savoir moi-même. Maître Moser, Dominique Rizet, bonjour. Bonjour. Ce dossier, il a 36 ans maintenant. Il a vécu des hauts, des bas, il y a eu des espoirs. Bon, il rebondit là, il a rebondi en mai 2017. Il y a des éléments encore en cours. Mais est-ce qu'on a un peu l'impression du maintien en survie artificielle d'un dossier judiciaire qui ne permettra jamais de connaître la vérité? Est-ce que c'est pas de l'acharnement? C'est totalement erroné, cette hypothèse que vous échafaudez. Je pense personnellement, et nous pensons, mes confrères et moi, ainsi que les Villemain, nous pensons que nous avons d'ores et déjà dans le dossier des éléments qui sont sérieux au regard de la recherche de la vérité. Nous pensons que ces éléments doivent être amplifiés, fortifiés grâce au travail des magistrats de Dijon, auxquels nous faisons entièrement confiance. Et nous pensons personnellement qu'un procès par devant une cour d'assises pourrait peut-être, je pèse mes mots, pourrait peut-être être possible d'ici 2 ou 3 ans. C'est une éventualité, une possibilité, mais je n'en dirai pas davantage, ne voulant pas déflorer le sujet et ne voulant pas gêner les investigations en cours. Sans nous dire, maître, avec qui dans le box? Pour l'instant, je ne vous dirai rien de plus. Je garde le silence absolu et je respecte la présomption d'innocence et je respecte le secret de l'instruction. Maître, cette postface commence par ces 2 mots, anéantissement total. C'est l'expression utilisée par Jean-Marie Villemain pour qualifier ce qu'il ressent avec son épouse le 16 octobre 1984. Le traumatisme est aujourd'hui toujours aussi fort pour eux. Comment vivent-ils le temps, les mois, les années qui s'écoulent?
Ils ont fait œuvre de résilience. Ils ont su rester, Jean-Marie et Christine, la main dans la main malgré les épreuves absolument abominables qu'ils ont subies. Ils ont eu 3 autres enfants après la naissance de Grégory, ainsi que vous le savez. Ils ont vécu dans la dignité, le silence, la discrétion. Et ils sont un couple uni et heureux, mais bien entendu, leur petit Grégory reste leur préoccupation au quotidien. Au quotidien. Vous nous racontez dans ce livre à quel point Jean-Marie Villemain s'est investi dans l'enquête. Racontez-nous comment ça se passait, à quel point il était investi dans le dossier en relisant les différents actes. Jean-Marie travaille comme un moine bénédictin, il lit et relit ce dossier, il le connaît parfaitement bien, il établit des résumés, des tableaux de synthèse, il en fait part à ses avocats dont je suis, et nous avons constitué une équipe de travail, donc mes 2 confrères, moi-même, Jean-Marie également, et nous sommes en concertation téléphonique par exemple, ou même physique, et c'est ainsi que grâce à ce travail d'équipe, nous échafaudons notre stratégie dans ce dossier. Jean-Marie Villemain évoque aussi dans cette postface le meurtre de Bernard Laroche. Il a ces mots: « J'ai été voir Bernard Laroche pour qu'il avoue et je l'ai tué dans un moment d'aberration et de total désespoir. » Ce moment-là est, j'imagine, dans sa vie, une faille, un moment qui reste marqué à tout jamais. 2 choses à dire. La première, c'est qu'à ce moment-là, au moment de ce drame que constitue la mort de Laroche, Jean-Marie était totalement meurtri, malheureux, ainsi que Christine. Jean-Marie croyait à cette époque-là à la justice. La justice, à ses yeux, était représentée par le juge d'instruction d'Épinal, que je ne citerai pas, que tout le monde connaît. Et Jean-Marie a constaté qu'il était trahi par ce juge d'instruction. Et c'est ainsi qu'il a perdu ses nerfs et que, malheureusement, il est passé à l'action. Première observation. Deuxième observation, laissez-moi vous dire que Jean-Marie regrette amèrement ce geste de désespoir. Il aurait voulu que cela ne se passât pas ainsi. Et souvent, il m'a dit qu'il regrette infiniment. En tout cas, Maître Moser, il ne l'écrit pas dans la postface de son livre. À propos du juge dont vous parlez, lui le cite. Excusez-moi de vous couper, il dit quelque part « J'ai hélas donné la mort à Bernard Laroche ». Il emploie ce mot si ma mémoire ne me trahit pas. Le magistrat dont vous parlez, sans vouloir citer son nom, lui, Jean-Marie Villemain cite son nom, c'est le juge Lambert. Il dit qui accable Christine est un incompétent. Alors pour lui, le juge Lambert est un incompétent, mais tous les autres magistrats qui ont suivi, donc qui sont allés dans l'autre sens, sont compétents. Le juge Simon, Jean-Marie Bonnet qui était procureur général, magistrat très humain, Claire Barbier, donc la présidente de la chambre de l'instruction de la cour d'appel qui a relancé en mai 2017. Il parle d'une magistrate qui mène avec détermination et en concertation le dossier. Et puis maintenant, il parle du nouveau magistrat, le président Brault, magistrat énergique. Est-ce que c'est pas un petit peu orienté quand même cette postface? Non, réponse non. Lors du procès de Jean-Marie Villemain à la Cour d'assises de Dijon, l'avocat général qui s'appelait M. Cohn et qui a requis contre Jean-Marie, eh bien M. Cohn a déclaré dans son réquisitoire ceci. Il a dit que dès les premiers instants de cette enquête, le juge d'Épinal a complètement foiré, s'agissant du fond et s'agissant de la procédure. Et M. Cohn de dire que M. Lambert s'est comporté d'une façon catastrophique, qu'il a gêné dans ce dossier, qu'il est une espèce de funambule de la pensée, ne voulant pas admettre ses errements. Voilà ce qui a été Jean-Marie dit. Villemain Par conséquent, Jean-Marie est parfaitement en droit de reprendre les propos d'un magistrat. Thierry Moser, vous restez avec nous. Je me tourne vers Jean-Alphonse Richard qui est avec nous. La prise de parole via cette postface de Jean-Marie Villemain, elle a intéressé tout le monde parce que tous les Français se sont attachés à ce couple, l'ont suivi. Pourquoi c'est exceptionnel ? C'est une affaire exceptionnelle tout simplement. D'abord c'est une affaire française, c'est un fait divers français qui se passe dans un village français. Il y a dans cette scène terrible du crime, il y a un enfant qui est tué. Il y a cette première photo qui apparaît, qui va faire le tour, vraiment le tour du monde. Cet enfant qui est tué près de ce petit barrage de Docelles. Et puis ensuite il y a le corbeau. Il y a toute cette mécanique du crime qui se met en place. Il y a le secret, c'est un secret de famille. Alors pourquoi on va s'intéresser à ça? Parce que les secrets
secret de famille, il y en a presque dans toutes les familles françaises. L'affaire Grégory, c'est vraiment un miroir de notre société à nous, à un moment X, dans une vallée française, une petite vallée qui est à l'époque déshéritée, qui souffre du chômage, comme beaucoup de vallées en France à ce moment-là. Donc voilà, je pense que l'affaire Grégory, si on en parle encore aujourd'hui avec autant d'énergie, c'est parce que d'abord c'est un miroir de notre société, et puis ensuite il y a ce travail extraordinaire des parents de Grégory, il ne faut pas l'oublier. Il y a cette ténacité à vouloir depuis le début trouver le coupable ou les coupables. Et ça, c'est absolument exemplaire. Il est rare que sur autant d'années, on ait cette énergie pour pouvoir trouver la vérité. Maître Moser, vous soulignez effectivement l'énergie, l'engagement notamment de Jean-Marie Villemain pour suivre ce procès acte après acte, ce travail de moine, vous disiez. Qu'est-ce qu'ils attendent aujourd'hui? Ils croient encore la vérité possible? Deux choses. Premièrement, je remercie votre collègue pour son analyse. Deuxième chose, je réponds à votre question. Effectivement, ils attendent tout simplement la justice, la vérité. Il n'y a chez eux aucune acrimonie, aucun désir de vengeance, aucun sentiment bas. Il y a au contraire beaucoup de noblesse dans leur démarche de parents. Et je suis, je le dis clairement, en admiration devant cette ténacité, cette persévérance et ce courage face à l'adversité. Jean-Alphonse Richard. Maître Moser, je voulais vous poser une question toute simple. Vous défendez dans cette histoire la thèse du pacte criminel. On sait qu'en matière de criminel, au plus il y a d'intervenants, au plus il est facile finalement d'obtenir la vérité, puisque les confidences se font assez rapidement et facilement. La vérité finit par émerger, par filtrer. Pourquoi dans cette affaire précisément on a ce silence absolu depuis autant d'années s'il y a autant de personnes qui sont impliquées? Difficile à répondre. Je dis simplement que dans l'arrêt de non-lieu de 1993 au profit de Christine Villemain, la phrase finale est, je cite de mémoire, « Tant que les personnes qui savent garderont le silence, cette affaire restera dans la nébulosité ». C'est une phrase, enfin c'est cet esprit-là, pardon. Et je pense effectivement que certaines personnes doivent soulager leur conscience et dire enfin la vérité. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même un petit enfant de 4 ans qui a été supplicié dans des conditions barbares. Et je voudrais faire un appel aux bonnes volontés et aux gens qui ont une conscience morale. Pour que la vérité apparaisse enfin. Merci beaucoup, Maître Thierry Moser, d'avoir été avec nous dans Affaires suivantes aujourd'hui. Tout de suite, les coulisses de la semaine. Elle avait 76 ans à l'époque, le 24 octobre 2016. Jacqueline Vérac, riche femme d'affaires niçoise, patronne du Grand Hôtel de Cannes, est kidnappée en pleine rue. Elle passera 48 heures dans le coffre d'une Renault Kangoo avant de réussir à s'échapper grâce à l'aide d'un passant. Ces 13 ravisseurs sont jugés devant les assises de Nice. Elle est venue témoigner à la barre. Les coulisses de cette audience, de ce procès dans un instant, juste après le retour sur ce 24 octobre 2016 avec Elisa Tran. Le scénario est digne d'un polar, mais a bien eu lieu, en pleine rue à Nice. Nous sommes le 24 octobre 2016, il est environ midi. Jacqueline Vérac revient de la pharmacie à bord de son 4x4. Des hommes, masqués et gantés, la suivent pour l'extirper de sa voiture. Tout se passe très vite. Ils lui prennent son sac et la poussent dans un véhicule utilitaire Kangoo. Les témoins n'ont rien pu faire. On a alerté la police, on a joint son fils et malheureusement, voilà, on n'a rien pu faire d'autre, on a été impuissants et on est extrêmement choqués. La victime est une riche femme d'affaires de la Côte d'Azur. Elle possède notamment le Grand Hôtel de Cannes. Les ravisseurs en veulent probablement à son argent, mais en attendant la rançon, ils lui font vivre un calvaire sur un vieux matelas à l'arrière de cette camionnette. Une dame de 76 ans, retenue dans un véhicule, est attachée avec des serflex aux poignets et aux chevilles, à la bouche et même parfois les yeux fermés par des rubans adhésifs. La septuagénaire n'a même pas le droit d'aller aux toilettes. Elle refuse alors de boire et de s'alimenter pour tenir tête à ses geôliers. À plusieurs reprises, elle tente d'alerter les passants, rares dans cette rue où la fourgonnette est stationnée. Au bout de 2 jours, elle parvient finalement à s'échapper grâce à un piéton intrigué par ses cris. Parmi ses ravisseurs présumés, un ancien membre des forces spéciales britanniques, un restaurateur italien ruiné et un ancien paparazzi devenu détective privé.
Et nous a rejoint sur le plateau d'affaires suivante Violette Lazare. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste à l'Obs et vous avez assisté à une partie de ce procès, notamment à l'audition de Jacqueline Vérac, à son témoignage. Vous êtes la seule à l'avoir vu. Moi, je ne l'ai pas vu. Vous l'avez vu, vous, Jacqueline Vérac? Non, je ne l'ai pas vu, non. Vous êtes la seule à l'avoir vu. C'est quelqu'un qu'on ne voit pas beaucoup. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas dans les soirées, qui ne vient pas, qui ne se montre pas. Ce n'est pas quelqu'un de très extraverti. Bon, évidemment, elle est venue à son procès. Après, elle est venue qu'une journée. Le procès dure 4 semaines. Elle est venue juste pour apporter son témoignage, qui était assez impressionnant. C'est une dame qui a aujourd'hui 80 ans. Ça se voit peut-être un petit peu dans sa démarche, dans sa façon d'être, mais pas du tout dans sa clarté, dans la vivacité, dans la façon dont elle se souvient de son enlèvement, enfin plutôt de ses enlèvements, parce qu'il y en a eu 2 à 3 ans d'intervalle. Et c'est quelqu'un surtout qui est très impressionnant par le sang-froid dont elle fait preuve encore aujourd'hui et l'absence de haine totale qu'elle a par rapport aux 13 personnes qui sont donc jugées aujourd'hui pour son enlèvement, pour ses enlèvements. Et ces 13 personnes, vous les décririez comment? Parce que nous, vu de l'extérieur, on a lu vos papiers, on a l'impression de voir un peu des pieds nickelés. C'est ça ou je me trompe? Alors, je vais reprendre la référence d'un commissaire du patron de la crime de Nice qui est venu témoigner à la barre et qui dit on avait l'impression d'être devant un casting des frères Cohen. Alors, pour ceux qui ont vu les films des frères Cohen, j'ai trouvé que c'était ça pas la joie le fond, Et pourquoi ça collait? C'était le parallèle qui était le plus exact, parce qu'on avait vraiment l'impression qu'il y avait dans le box et dans la salle, parce que certaines personnes comparaissent libres, pas tous, des gens qui sont un petit peu paumés, qui ont eu des vies qui n'étaient pas faciles et un petit peu tortueuses, et qui se sont retrouvés face à un... Bon, alors tous nient, sauf un, il faut quand même le rappeler, donc pour l'instant ils sont présumés innocents, mais qui se seraient retrouvés face à un deal qui était très prometteur en termes financiers. Ils ont accepté sans en avoir vraiment l'expérience, en fait. Il y avait l'appât du gain, mais il n'y avait pas vraiment l'expérience de la grande voyoucratie ou du grand banditisme. Ils ont quand même fait un petit peu n'importe quoi. Faut rappeler qu'ils ont mal accroché Ils avaient mis des fausses plaques d'immatriculation sur la Kangoo. Le Kangoo qui a servi à enlever donc Madame Vérac, dans lequel elle est restée enfermée quand même 48 heures. Et au lieu d'enlever des plaques et puis d'en mettre d'autres, comme font les voyous un peu aguerris, ils ont superposé les fausses plaques. Donc comme elle s'est un peu agitée pour se signaler, ça a fait tomber les plaques. Donc forcément, les voisins, quand ils ont vu une fausse plaque qui était à moitié tombée et puis une autre derrière, ils se sont dit il y a quelque chose de louche, quoi. Jean-Alphonse Richard, ils cherchaient quoi? De l'argent? Un règlement de compte? Ah ben non, mais ils cherchent de l'argent, ça c'est clair. Les frères Cohen, oui, les frères Cohen, parfois ça se termine mal, et ça se termine dans la violence. Il y a plusieurs choses dans cette histoire très intéressantes. Tout d'abord, il faut pas oublier qu'il y a déjà eu un premier rapt de Jacqueline Vérac en 2013, 3 ans auparavant. Jacqueline Vérac, avec son énergie incroyable, elle va sortir les pieds du coffre, battre des pieds comme ça et alerter, puis là, cette fois, elle va réussir à s'enfuir. Et puis, il y a ce deuxième rapt où, effectivement, c'est elle qui s'en sort toute seule, presque de cette voiture, de ce Kangoo dans lequel elle est enfermée, les mains entravées par des bracelets qui lui font mal, sous une couverture. Enfin, tout ça est vraiment assez stupéfiant. Et bien évidemment, cette bande hétéroclite, ces pieds nickelés, on les appellera comme vous voulez, les bras cassés, cherchent de l'argent. Mais il y a un motif aussi qui est le motif de la vengeance. Il ne faut pas l'oublier, qui est sous-jacent dans ce dossier. Alors évidemment, la clé de cette vengeance, ça serait le témoignage de Giuseppe Serena, le fameux restaurateur, qui lui ne dit rien et qui nie les faits. Mais le fait est, c'est qu'il a une rancœur contre son ancienne patronne qui est extrême. Je donne un petit exemple. Au procès est venu témoigner l'ami de Giuseppe Serena, chez qui il vivait, etc. Et cet ami ne dit pas que Giuseppe Serena a participé au rapt, mais il raconte quand même dans le détail cette espèce de colère terrifiante qu'a ce restaurateur contre cette femme, qu'il accuse de tous les mots parce qu'elle l'aurait tout simplement ruiné, mis sur la paille à un moment donné. Serena, c'est l'un des 13, supposé être le cerveau, enfin ça, c'est le verdict qui le dira. Il ne parle pas, il ne reconnaît pas les faits. Violette, vous dites qu'il y en a un sur les 13 qui reconnaît les faits. Alors celui-là, c'est qui? Qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il accuse les autres? Est-ce qu'il est important? Alors lui, il a témoigné cette semaine. J'y étais pas cette semaine pour entendre son témoignage. C'est qui ce personnage? Il s'appelle Philippe Dutton. Il est anglais. Ancien des forces spéciales, c'est lui? Alors,
ancien des forces spéciales, selon son témoignage. On a découvert selon sa propre légende. Selon sa propre légende, qu'il avait menti du début à la fin. C'est-à-dire qu'il avait dit qu'il avait combattu en Afghanistan. Je crois aussi qu'il avait évoqué une mission en Irak. Ouais. Bon, en fait, tout est faux. Il a fait 2 ans ou 3 ans dans l'armée quand même. Il a un père militaire, une enfance difficile et une suite de vie très chaotique où il a un casier qui est quand même très rempli donc en Angleterre. Ensuite, il va errer pendant plusieurs années entre la France, Jersey. Il va se séparer de sa femme. Enfin bon, c'est un parcours qui est très compliqué. Il va rencontrer un ancien ami de Serena à Jersey et c'est par ce biais qu'il va venir à Nice rencontrer donc Serena qui est le cerveau présumé et se faire embaucher sur le premier enlèvement puis le deuxième enlèvement. Et entre-temps, à Nice, il est surveillant de paillotes, enfin en tout cas de restaurants de plage, donc qui range et il dort sur la plage. En fait, il est quand même à moitié sans abri. Est-ce qu'il balance les autres? Il ne balance pas les autres. Non, il reconnaît sa propre responsabilité à lui et il ne balance personne. Je voudrais qu'on revienne, ce que Jean-Alphonse commençait à esquisser sur la personnalité de Jacqueline Vérac. Quand elle raconte ces 48 heures dans le Kangoo, les mains attachées, par moments avec du scotch sur le visage, elle ne peut pas aller aux toilettes. Comment elle raconte tout ça? Elle le raconte de façon très... Non, pas froid, je dirais. C'est quelqu'un qui a de l'émotion, mais qui relativise. Par exemple, elle raconte comment elle est restée pendant 48 heures. Ses ravisseurs lui ont très mal parlé. Ils lui disaient, si t'écoutes parce que ce qu'on te dit, on va te buter. Donc il y a quand même eu des menaces. Ils se sont mal comportés avec elle. Ils l'ont pas laissée aller aux toilettes. Donc elle a refusé de s'alimenter. Donc c'est très humiliant. Elle l'a rappelé, ça. Elle a quand même vécu des heures très humiliantes. Au bout d'un moment, elle a fini par douter. Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais mourir? Mes enfants, qu'est-ce qu'ils pensent? Enfin, il y a eu des moments très difficiles. Et à la fois un instinct de survie et une espèce d'évidence pour elle qu'elle allait quand même s'en sortir, qui force un peu l'admiration. Elle a quand même fait du morse avec ses... Enfin, je veux dire, avec ses jambes. Elle a tapé sur la carlingue de la voiture pour faire des appels en morse au cas où il y a des habitants qui passaient. Elle a aussi réussi à se libérer toute seule, à enlever les bracelets qui la serraient. Elle s'est fait mal, on a vu les photos. Elle a des plaies creusées sur les poignets et elle s'est échappée. Et puis là, les ravisseurs étaient autour, donc ils l'ont rattrapée. Elle a vraiment un instinct de vie qui Tout ça, Jean-Alphonse Richard, en rappelant, ça ne pas lui faire outrage, qu'elle avait 76 ans à l'époque. 76 ans à l'époque de ce deuxième rapt, elle en a 80 aujourd'hui. Et effectivement, il y a cette force incroyable, parce qu'après le premier rapt, elle va reprendre sa vie tout à fait normale. Et puis Jacqueline Vérac, on l'a esquissé un petit peu au tout début, et Violette Lazare l'a souligné, c'est la femme secrète à Nice. C'est une vraie millionnaire niçoise. Hein. La Réserve, c'est un resto très chic à Nice, etc., avec un point de vue imprenable. Elle a le grand hôtel à Cannes sur la Croisette, etc. Ce sont des joyaux de famille, et c'est vraiment la millionnaire la plus secrète de la ville. Elle a sa petite vie, tous les jours elle va à la pharmacie, etc. Elle garde sa voiture dans un box dans la petite rue où elle a été d'ailleurs enlevée, etc. Elle a un appartement qui n'est pas spectaculaire à Nice. Voilà, donc on est dans l'argent vraiment secret, l'argent discret. Et elle a cette énergie incroyable, puisque c'est elle, encore une fois, qui va faire faux bond aux ravisseurs, bien sûr. D'ailleurs, on voyait dans le sujet la pharmacienne, elle sortait de la pharmacie quand elle se fait kidnappée, elle avait cette proximité avec les gens, elle n'était pas surveillée, il n'y avait pas de garde. Non, et après le premier enlèvement, elle ne se sent pas inquiète, elle va continuer à vaquer à ses occupations comme elle le fait d'ordinaire. Son fils qui travaille avec elle dans les affaires, c'est pareil, on ne connaît même pas son visage, c'est une famille extrêmement discrète. Vous disiez pas de rancune dans ses propos quand elle témoigne? Aucune animosité, aucune rancune. Elle a même fini son témoignage en disant finalement, quand je pense à d'autres épisodes qui sont arrivés à d'autres personnes, j'ai eu de la chance, j'ai une bonne aura, j'ai une bonne étoile. Donc elle était vraiment dans quelque chose, ça c'est bien fini pour moi, aujourd'hui je vais bien, ma famille va bien. Elle a même évoqué la mort d'Hélène Pastor à Monaco, qui est notre milliardaire. Voilà, qui a connu une histoire bien plus tragique. Enfin, elle était vraiment dans quelque chose. Voilà, moi je m'en suis sortie. Je comprends pas. Je n'avais pas compris cette haine que Monsieur Serena avait contre moi. Pour moi, il n'avait pas fait son travail. Donc effectivement, elle l'a écarté de la réserve. Hein. Le restaurant gastronomique qu'elle lui avait confié, elle l'a ensuite écarté. Pour moi, il n'avait pas fait son travail. Voilà. Je ne comprends pas pourquoi il nourrissait cette haine contre moi, plutôt que de se remettre lui en question. Donc c'est quelqu'un de très simple qui pose le problème
moi j'ai rien fait, c'est quand même lui. Je comprends pas. Et même aujourd'hui, elle a pas de rancœur contre. Enfin, en tout cas, si elle a de la rancœur contre lui, vraiment, ça s'est absolument pas vu lors de l'audience. Personnage assez incroyable que Jacqueline Vérac. Merci beaucoup à vous deux. On va continuer à suivre les 2 semaines de procès, évidemment, à venir. Merci d'être venu sur le plateau d'Affaires suivantes. Dominique, on se donne rendez-vous la semaine dimanche prochain. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Affaires suivantes. Bon dimanche.